Monsieur Narychkine, bonjour. Les Français commémorent cette année les 100 ans de la Première Guerre mondiale. Pour les Russes, après la parenthèse soviétique et le poids très important de la Seconde Guerre mondiale, que vous appelez la Grande Guerre patriotique, que représente la Première Guerre mondiale dans la mémoire collective russe? La Première Guerre mondiale a été oubliée en Russie depuis l'époque soviétique. En effet, dans la littérature et dans l'esprit collectif, la Première Guerre mondiale est réduite à un élément déclencheur de la Révolution d'octobre. Mais les temps ont changé. La Société nationale historique a été créée ainsi que la fondation d'un comité qui organise des événements dédiés à cette période, dont j'ai l'honneur d'être le président. Toutes ces initiatives populaires contribuent à reconsidérer énormément l'intérêt que nous portons à cette période. Il suffit de rappeler qu'en 2012, la Douma d'État a voté une loi selon laquelle le 1er août serait jour de mémoire des soldats et officiers russes tombés pendant cette guerre. Depuis, d'autres initiatives, des expositions de recherche, des tables rondes ont été lancées pour approfondir la question. Ainsi, on peut dire qu'aujourd'hui, pour la Russie, la Première Guerre mondiale n'est plus une guerre oubliée, c'est une grande guerre telle que c'est le cas en France. L'Europe d'aujourd'hui n'est plus la même que celle de 1914. Dans le monde multipolaire actuel, quel est le rôle de la Russie? Et surtout, dans les années à venir, pense-t-elle maintenir ses partenariats avec l'Union européenne ou au contraire pense-t-elle se tourner un peu plus vers la Chine et l'Inde? Dans les relations bilatérales, il faut regarder une situation du point de vue de la sécurité globale. Il faut aussi soigneusement considérer les intérêts de son partenaire, même si un joueur tiers, parfois très puissant, tente de vous persuader du contraire. Dans l'avenir, la Russie maintiendra sa politique pluridictionnelle, sans chercher à opposer l'Est et l'Ouest, car nous avons beaucoup d'amis et de partenaires des deux côtés. Une chose est sûre, dans ses relations extérieures, la Russie pratiquera toujours une politique indépendante basée sur ses intérêts nationaux, les normes du droit international et le respect de ses partenaires. Il y a un siècle, la France et la Russie étaient alliées dans le cadre de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, quelle forme peut prendre le dialogue franco-russe et le partenariat franco-russe? Nous avons une vieille amitié. Nos pays étaient alliés durant les deux guerres mondiales. A-t-on le droit d'oublier notre fraternité dans la lutte contre ceux qui menaçaient la paix dans le monde? A-t-on le droit de détériorer la confiance et les partenariats existants entre nos deux peuples simplement parce que quelqu'un le cherche? Car soyons sûrs que ce quelqu'un n'agit ni dans l'intérêt de la France, ni de la Russie. Je suis toutefois sûr que, malgré les sanctions temporaires et les ultimatums qui frappent la Russie, notre coopération continuera. Quels avantages économiques avons-nous à travailler ensemble? Tous les ans, le chiffre d'affaires de notre commerce bilatéral s'accroît, atteignant actuellement 20 milliards d'euros. La France est le 9e investisseur étranger en Russie. Elle est notre 8e fournisseur avec des parts de marché dans les secteurs énergétiques, aéronautiques, automobiles, pharmaceutiques ou dans le luxe. Notre coopération militaire et technologique s'accroît constamment. Nous menons conjointement plusieurs projets d'envergure internationale, voire universelle, comme dans l'exploration de l'espace, avec le lancement des fusées Soyouz depuis le centre spatial français à Kourou, en Guyane. Dans le domaine culturel, 5 millions de Français ont contribué en 2010 au succès des années croisées France-Russie. Ces expériences culturelles sont relancées chaque année et se maintiendront malgré les sanctions qui ne sauraient entraver des partenariats auxquels nous tenons beaucoup. Et sur le plan énergétique? La Russie est un important producteur d'hydrocarbures et les pays de l'Union européenne font partie de nos meilleurs clients.
Je souligne que la Russie a toujours assumé sa responsabilité dans l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne et qu'elle continuera malgré les tensions. Au vu des tensions actuelles en Ukraine, comment l'Est et l'Ouest, comment l'Union européenne et particulièrement la France et comment la Russie peuvent-ils travailler à apaiser les tensions ? Il faut favoriser le dialogue à tout prix, principalement entre pays européens. À cet égard, j'estime que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, en décidant de priver la Russie de droit de vote jusqu'à la fin de l'année, s'est montrée injuste et pire, contre-productive. Il s'agit d'une décision honteuse et non démocratique. En russe, le mot parlementaire se traduit par homme de dialogue. Même au plus fort des guerres, les porteurs du drapeau blanc étaient intouchables car ils assuraient la négociation entre deux camps. Je suggère à la France de prendre toute sa place en soutenant un dialogue basé sur l'analyse des faits et du droit international. Nous sommes partenaires et pouvons parler librement en posant les problèmes sur la table. J'appelle la France à un dialogue franc, ouvert, honnête pour ramener la paix en Europe.